Bonjour à tous, merci de vous connecter pour notre deuxième événement. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 parties sur l'examen clinique avec un patient test et Thomas Arnaud. La vidéo de la semaine dernière, elle sera, je vous enverrai le lien par email, sûrement dans les 10 jours. Il faut qu'on la remonte et qu'on la partage. Mais vous allez la voir bientôt, hein, désolé pour ça. Voilà, et aujourd'hui, n'hésitez pas, je suis derrière le PC, je réponds à toutes les questions, on peut les poser à Thomas aussi. Donc on va essayer de faire ça de manière de la plus interactive possible. Voilà, je vous souhaite un bon événement. Eh bien, bonjour à tous. Donc Laurent a bien introduit là, les sujets. Donc ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de couper l'examen clinique en 3 parties pour avoir plus de temps d'échange en fait, plutôt que de prendre un patient test et de faire l'ensemble de l'examen clinique sur une durée d'1 heure, ce qui aurait été possible aussi. Là, on a décidé de couper ça en 3 parties, en introduisant dans chaque partie les éléments clés de l'examen clinique pour pouvoir avoir plus de temps d'échange, plus de questions et aborder pas seulement une seule pathologie avec un seul patient, avoir une ouverture un petit peu plus large. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de faire les choses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le live et on essaiera de répondre aux questions pendant le séminaire ou à la fin où on réservera un petit peu de temps de questions-réponses aussi si vous avez des questions par rapport au sujet du jour. Donc le sujet du jour, ça va être quoi? Ça va être l'importance de l'anamnèse dans nos examens cliniques et puis l'examen sur table, qui sont donc les 2 premières parties de l'examen clinique en cabinet. Du coup, pourquoi l'importance de l'anamnèse? L'anamnèse, on sait que dans le but, notre objectif en cabinet, ça va être d'avoir un examen clinique programmé et reproductible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va avoir 6 grandes étapes, 6 grandes familles dans l'examen clinique, et à chaque fois, on va les répéter pour chaque patient. Pourquoi faire un examen programmé? Pour ne pas oublier certaines étapes en fait au cours de nos examens, quel que soit. Alors évidemment, on va adapter plus ou moins en fonction du patient qu'on a en face de nous. Hein. Si on a une personne âgée ou un sportif, évidemment les étapes ne seront pas exactement les mêmes, mais on aura toujours ces 6 grandes familles qu'on pourra éplucher et reproduire d'année en année, y compris quand vous avez un collaborateur, un associé, un salarié, peu importe, en cabinet, vous pourrez reproduire le même protocole d'examen et avoir la même façon de faire au sein de votre cabinet, au sein de votre structure, qui va être vraiment super important. Donc les 6 grandes familles, ça va être quoi? Ça va être l'anamnèse, l'examen sur table, l'examen statique, l'examen dynamique, l'examen baropodométrique qu'on a évoqué déjà ensemble la semaine dernière, on ira approfondir un petit peu plus aujourd'hui, l'analyse des chaussures et jusqu'à la réalisation des semelles, la préparation de réalisation des semelles. Donc c'est comme ça qu'on va éplucher un petit peu tout ça. Donc l'anamnèse, là on va faire venir notre patient. Donc déjà ça va commencer avec l'accueil de notre patient, l'accueil du patient en cabinet, déjà très important. On va avoir donc le patient, on va aller chercher en salle d'attente, on va l'amener jusqu'au cabinet et là notre analyse commence déjà en fait. Parce que le patient il est chaussé, il ne sait pas qu'il est analysé, donc la démarche va être hyper naturel. Donc là, on va commencer à regarder déjà la foulée chaussée de notre patient, quel que soit son chaussage. Ça va donner déjà des premières indications au moment d'arriver dans le cabinet. Dans le cabinet, alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de favoriser l'échange en direct avec votre patient sans forcément être derrière un PC sur les premières minutes. Ça, c'est important parce que c'est les premières choses dont le patient va se rappeler au cours de votre examen, c'est les premières minutes d'échange. Donc, c'est important de ne pas être coincé derrière son PC à prendre des notes directement. Donc là, on va accueillir notre patient. Bonjour Alexandre, qui est un patient lambda. Bonjour tout le monde, ceux qui me reconnaissent. Un patient lambda qui ne connaît pas du tout la profession, a priori. Donc là, donc on accueille notre patient et donc les premières questions qu'on va lui poser ne sont pas forcément en rapport directement avec sa pathologie au départ. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment bien faire un peu des statistiques et qui ont l'objectif de développer un peu leur cabinet. Donc, l'objectif de développer son cabinet, on accueille son patient et on lui pose déjà la question: qui est-ce qui vous a parlé du cabinet? Qui est-ce qui vous envoie? Est-ce que c'est le médecin qui vous a parlé du cabinet? Est-ce que c'est l'ostéo? Est-ce que vous avez trouvé sur Internet de vous-même? Tout ça, ça va être hyper important pour faire vos statistiques de cabinet et voir un peu votre développement patientèle. Donc ça, c'est les premières questions. Donc moi, je commence par ça en général. Donc là, c'est une simulation. Hein. Donc là, pourquoi c'est une simulation avec non pas un patient réel quand on est allé piocher, mais avec Alexandre qui fait aussi partie de la société, pour pouvoir, comme je l'ai expliqué déjà en introduction tout à l'heure, pas se focaliser vraiment sur un patient et sur une pathologie, pouvoir élargir au maximum.
Donc bien éplucher chaque étape et pas rester focalisé sur une pathologie, ou sinon on va louper un peu des informations, mais on pourra rester au sens un petit peu large, examen clinique au sens large. Donc l'anamnèse, par quelles étapes on va commencer? Déjà, tout ce qui est administratif classiquement, donc ça, je vous apprends rien là-dessus, hein, la carte vitale, les coordonnées administratives, l'adresse, numéro de téléphone, email, etc. Ça, on va pas passer du temps là-dessus, c'est pas très important. Ensuite, par contre, ce qui va être intéressant, ça va être de commencer par la partie un petit peu historique ou activité. On va commencer par les activités. Donc ça, c'est important. Avant de commencer à rentrer dans la pathologie, vous allez comprendre pourquoi. Moi, je préfère éplucher déjà l'activité du patient, les historiques, etc., avant de rentrer sur le motif de consultation, parce que ça nous aura déjà aiguillé sur certaines pistes de travail. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc l'activité déjà professionnelle, c'est important d'en discuter avec votre patient. Surtout en ce moment, avec le confinement, le double confinement, etc., il y a des activités qui évoluent, avec peut-être plus de télétravail, peut-être un poste de travail qui est moins adapté. Donc il peut y avoir probablement un changement récent qui va pouvoir interférer sur les douleurs potentiellement. Donc ça va être important d'éplucher un petit peu ça. Donc déjà l'activité professionnelle. On va être vraiment moitié-moitié, je dirais. Plus à la fois 50% où je reste assis quand même, pas mal de back-office, et puis 50% où non, je vais être quand même beaucoup sur une dynamique, être debout, voyager, ce genre de choses. Ça reste assez mixte. Donc 50% sédentaire, voilà. Poste de bureau, et 50% de déplacement, quoi, concrètement. Ouais. Avec beaucoup de voitures ou pas? La voiture moindre qu'auparavant. Clairement, non, là on est plus sur étant pas très loin non plus du siège et les déplacements à l'export. Aujourd'hui, on est quand même sur une voiture qui est moins présente, qui reste, je dirais, hauteur de 30% voilà, sur l'activité. Ok. Donc ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes à poser au départ, hein, parce que ça peut être concrètement en lien direct avec le motif de consultation, suivant le motif de consultation. Surtout s'il y a un changement récent avec le home office, comme on disait tout à l'heure, un home office avec un bureau mal installé à la maison, mais qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Ça va pouvoir donner éventuellement des cervicalgies, ça pourra descendre jusqu'au lombaire, potentiellement des maux de tête, des vertiges, des douleurs aux épaules, des choses comme ça. Donc ça, l'idéal, c'est de se grouper aussi avec des kinés, évidemment. Hein. On sait que en podologie, on est quand même de plus en plus ouvert vers d'autres professions, assez pluridisciplinaires. Et surtout en ce moment, là, ça va être indispensable d'avoir un peu du conseil à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est vraiment primordial. Donc l'activité professionnelle à préciser. L'activité professionnelle, il n'y a pas que ça, il y a aussi le chaussage. Est-ce qu'on a des chaussures du commerce classique? Est-ce qu'on a des chaussures de sécurité? Est-ce que je suis debout toute la journée? J'ai des mouvements répétitifs? Toutes ces questions-là, il faut les poser directement. Donc là, c'est pas spécialement le cas. On est assez sédentaire sur 50% et 50% de beaucoup de déplacements. Et sur ces 50% sédentaires, donc tu travailles essentiellement au bureau ou tu es au du home office aussi? Plus bureau, mais après l'avantage d'avoir des bureaux assez hauts et en être en hauteur, c'est que je reste pas tout le temps assis. C'est pour ça que je parle de 50% vraiment à position assise ou 50% où je travaille en position haute avec un ordinateur. Plus dans la dynamique, être debout. Ok, pour favoriser la tonicité. Donc là, on a plutôt une situation cohérente. Hein. Donc là, on sait qu'on élimine déjà le facteur professionnel sur une possibilité de lien avec le motif de consultation. Alors que si je pose ces questions-là dès le départ et qu'on me dit oui, je fais plus de télétravail maintenant, je suis à 70%, je travaille sur le canapé, je suis pas bien installé et que derrière le motif de consultation, c'est douleur dorsale, là, je sais que j'ai un point à travailler qui est en dehors en fait de ce qu'on va faire en termes de podologie, mais qui est lié. Hein. On sait qu'on a une approche globale. Donc je pose ces questions directement, comme ça j'élimine certaines zones de potentiel conflit. Ça c'est important. Et après, on enchaîne sur l'activité sportive, évidemment. Hein. Ça va être super important. Vous travaillez en podologie du sport ou non, hein, parce que en podologie classique, il peut avoir une activité qui va induire certaines douleurs qu'on va retrouver au quotidien. Donc si ça fait pas partie de votre spécialité, ça fait partie quand même des questions de départ. Ça c'est une certitude. Donc l'activité sportive, alors elle est assez variée et quand même régulière, je dirais. On est sur un rythme où je cours pas mal. Quand je dis pas mal, ça va être trois fois par semaine. Après des exercices aussi poids du corps, type gym, etc. Un peu fitness à la maison. Voilà, fitness à la maison avec circuit training, circuit training en intégrant tout ce qui est anneaux gymnastique, donc c'est le côté calisthénique, poids du corps, du vélo
vélo de route aussi. Et puis bon, après ça dépend de la saison, mais il y a quand même un peu de natation quand c'est la saison. Un petit triathlon, quoi. Voilà. Petit triathlon. Donc ça, ces questions-là, faut pas s'arrêter à ça. Il y a pas mal de choses encore à préciser qui sont vachement importantes. Déjà, course à pied, il faut aller préciser en termes de fréquence, d'intensité d'entraînement, etc. Parce qu'on peut avoir des athlètes, entre guillemets, qui vont nous dire, moi je cours beaucoup. Et au final, en questionnant, on court 2 fois par semaine, 5-10 km, donc c'est pas tant que ça en termes de quantité. Et à l'inverse, on va avoir, ça m'est arrivé dernièrement au cabinet, quelqu'un qui nous dit, je cours un petit peu. On questionne, il fait 100 bornes par semaine, quoi. Donc il faut aller préciser un petit peu en termes d'intensité de course à pied et sur la surface également sur laquelle il va courir. Est-ce qu'il va courir sur bitume? Est-ce qu'il va courir sur chemin? Est-ce qu'il va courir en trail? Est-ce qu'il va courir sur une surface mixte? Ça va être super important aussi. Donc au niveau, si on essaie de préciser seulement la course à pied pour l'instant, donc tu disais 3 fois par semaine, en termes de surface. De distance, tu veux dire? Non, sur la surface sur laquelle d'accord. On va être plus sur du trail, type trail, donc non bitume, pas trop de bitume. Pas de bitume. Non. Ok, donc on sait que qu'est-ce que ça nous donne comme information? En trail, potentiellement moins d'onde de choc, mais par contre plus d'instabilité de terrain. Donc s'il y a un antécédent traumatique derrière, parce les questions vont arriver, on essaie. En fait, l'examen clinique, c'est ni plus ni moins une enquête, avec le même champ lexical qu'une enquête. C'est-à-dire qu'on va choper des indices sur chaque étape de l'examen clinique qui vont nous servir sur les étapes d'après. Donc là, si je chope déjà des informations un petit peu pendant les questions-réponses, derrière, mon examen clinique, il va être plus précis. Je vais me diriger vers une zone plus précisément, parce que s'il me dit je fais du trail et que j'ai une douleur articulaire, je sais que l'instabilité du terrain va pouvoir être une conséquence de la douleur. S'il me dit je vais courir sur bitume et qu'il a une pérostite tibiale, on sait que c'est les ondes de choc qui vont favoriser ce genre de pathologie. Donc, en fonction de la surface sur laquelle il court, ça va m'aiguiller dans mon examen clinique derrière et dans mes conseils que je vais apporter. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut pas louper, quoi. Donc la surface, on a dit, ok, et en kilométrage on va dire une moyenne de 10 km. 10 km par sortie. Par sortie. Donc ça, évidemment, vous notez tout au fur et à mesure dans votre logiciel patientèle. Ou si vous travaillez en papier, vous notez sur votre papier. Et moi, en général, je prends des notes seulement à la fin de l'anamnèse. Comme ça, je reste en frontal avec mon patient, on discute, l'échange est plus sympa que si je passe régulièrement derrière le PC à noter les informations. Je trouve que ça coupe un peu. Donc, on fait tout et à la fin, on note les points intéressants, quoi. Bon, c'est comme ça que je procède, on ne force à rien évidemment. Donc la course à pied, on a précisé. Est-ce qu'il y a un objectif de compétition derrière? Alors, à l'heure actuelle, non, pas vraiment. Faudrait déjà forcément. Après, oui, d'un côté, j'aime bien aussi participer. C'est rien de vraiment très haut niveau. C'est juste, on va dire, compétition récréatif. Pour s'inscrire au trail, ce genre de choses, et certaines fois des formats de triathlon. Ça, c'est important avec vos patients. Mais il y a quand même cet intérêt d'aller, de se pousser un petit peu et d'aller un petit objectif, une petite carotte au bout. Donc ça, c'est important à poser ces questions-là parce que ça dépend en tant que si on a un patient sportif, on n'a pas du tout tous les mêmes objectifs. Il y en a, c'est juste de l'entretien physique. D'autres, c'est juste pour décompenser un travail un peu stressant. Ou d'autres, on va avoir un aspect compétition avec un objectif in fine. Donc, si on a un objectif in fine, nous, derrière, on n'aura pas le même rôle que si c'est pour un peu de confort, des choses comme ça. Donc, ça, c'est important. Donc, objectif compétition trail plutôt ou triathlon? Ça va être, on va être sur un peu des deux. D'accord. Ça, donc, on a parlé de la course à pied. Course à pied, on va rentrer aussi dans ce qu'on appelle les technopathies. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme. En gros, c'est les pathologies qui pourraient être amenées à cause d'un mauvais équipement sportif. Donc, l'exemple le plus classique qui est connu dans le monde du sport, c'est tennis elbow, donc les pathologies de coude au niveau du tennis qui viennent d'une mauvaise raquette qui est trop rigide, par exemple. Nous, on n'aura pas en cabinet, forcément, mais on a la même chose en course à pied. Si on a un changement de chaussures récent au niveau de la course à pied, si vous connaissez les notions de drop, de renfort, chaussures minimalistes, maximalistes, toutes ces notions-là que vous connaissez si vous avez déjà fait une formation podologique du sport ou si vous êtes intéressé par le sport en général, c'est des choses qu'il faut demander aussi. Est-ce qu'il y a eu un changement de chaussures récent? Est-ce que je suis passé d'un drop de 12 à un drop de 4 et que j'ai une douleur qui est associée? Il faut le savoir parce que si vous ne posez pas la question au départ, si vous n'avez pas les chaussures en main, vous pouvez passer à côté au cours de votre examen. Donc ça va être très important. Donc là, tu restes sur le même type de chaussures depuis des années ou tu as fait un changement récent? J'ai fait un changement, ça fait une petite année, je suis passé sur plutôt du minimaliste. D'accord. Donc mais je l'ai fait de manière progressive. Je suis pas passé d'un coup dessus, j'ai fait des petites distances, j'ai plutôt marché au début et puis après là j'ai basculé sur la course.
mais ça fait quasiment 1 an et D'accord. vu que c'est plutôt sur du trail, voilà. Ok. Donc ça, bon, puisqu'on est dans le sujet, on va en discuter ensemble. C'est pas le but d'aujourd'hui, mais on a notre patient qui est sportif, donc on va parler de sport et de podologie du sport hein, de façon globale. Quand on sait que si vous faites des conférences de course à pied, toutes les dernières études au niveau de la course à pied, on a tendance à diminuer au maximum de plus en plus les renforts sur le chaussage, y compris le drop qui est à la hauteur du talon en fait des chaussures. On a tendance à être de plus en plus minimaliste pour avoir une foulée plus aérienne, donc avoir moins d'impact. Ça, nous, on n'est pas contre en tant que cabinet de podo du sport. Ça n'empêche pas de faire les semelles à l'intérieur, c'est pas un problème. Par contre, vous avez un rôle de conseil auprès de vos patients à pas faire un changement agressif, brutal. C'est-à-dire que si je suis en chaussures ASICS classique avec un drop de 12, avec un bon renfort et puis une universelle stable un peu en semmelage derrière, et que je passe du jour au lendemain sur une Five Fingers de chez Vibram, qui est la chaussure la plus minimaliste qui existe, et évidemment, je peux avoir des douleurs qui vont se répercuter d'entrée. Il faut faire une transition plus progressive, soit par le rythme, le kilométrage, faire de la marche, soit en nombre de mois, tout simplement. Hein. Ce qu'on conseille, c'est de diminuer de 2-3 mm le drop par année, en fait. Faire vraiment une transition progressive vers du minimalisme qui va être intéressant, même d'un point de vue podo. Hein. Ça, on n'est pas contre ça. Donc ça, on aura une partie analyse de chaussures un peu plus poussée dans les webinaires suivants. Là, on n'a pas suffisamment de temps pour en parler à ce moment-là. On fera de la vraie analyse de chaussures un petit peu plus tard, à la fin de l'examen clinique, dans les prochaines sessions. En termes de vélo, on va passer rapidement dessus, mais on peut en discuter quand même. En termes de kilométrage annuel. Voilà, alors je suis pas sur vraiment des sessions intensives. J'ai déjà fait des sorties longues sur plusieurs jours, mais sinon, on va dire de moyenne, c'est des sorties à 60 km. Et puis, de saison, j'essaie de faire une fois par semaine. Une fois par semaine, une fois, suivant la météo, mais ça reste plus aléatoire. Mais bon, après, voilà. D'accord. Et donc, en pédale automatique, j'imagine? Ouais. Pédale automatique, mais ça, il faut que vous ayez l'info. Il faut poser la question aussi, est-ce qu'il y a eu un réglage vélo, un bilan postural vélo qui a été réalisé, ou est-ce que pas du tout? Quel type voilà, on divague vers la podologie du sport, mais quel type de pédales automatiques sont utilisées? Est-ce que c'est fixe? Est-ce qu'il y a un degré de mobilité? Toutes ces choses-là, parce que ça va pouvoir induire des douleurs gonagiques, type gonagie surtout. Donc ça, on les montrera pas trop aujourd'hui, mais en gros, les pédales classiques avec un degré de mobilité quand même assez, vraiment un degré très faible. Voilà, ça reste assez faible quand même. Hein. On est sur les cales qui viennent avec les cales, le vélo, donc ça reste assez faible au niveau de la mobilité. Assez faible au niveau de la mobilité. Donc ça, vous gardez en tête. Pourquoi? Parce que s'il y a une gonalgie qui a été créée au moment d'une sortie de vélo, par exemple, et qu'on sait qu'on a un degré de mobilité assez faible, on conseille déjà en premier lieu d'ouvrir un petit peu les degrés de mobilité au niveau des cales pour essayer le pied va naturellement se mettre dans une position un petit peu plus neutre, naturellement, sans y penser, et le genou, du coup, va réagir un petit peu mieux. Ok, ça c'est pour le côté un peu activité sportive. Maintenant, on va parler aussi des antécédents. Est-ce qu'il y a des antécédents? Ça c'est classique, vous connaissez ces questions-là. Hein. Est-ce qu'il y a des antécédents de blessures, donc entorse, fracture, opération en particulier, choses comme ça? Alors oui, fracture, tibia non péroné, gauche, tibia en ski. Il y a, maintenant ça commence à dater, donc ça va faire à peu près une petite dizaine d'années. Voilà, tu sais, donc ça, en cabinet, en situation réelle, en général, les patients ont des radios, des comptes rendus radio, s'il y a eu des opérations, donc vous les regardez dans le même temps. Tu sais si la fracture elle avait été en spiroïde, c'est en torsion comme ça, ou ça avait cassé? Non, pas vraiment ce spiroïde. J'ai eu après les plaques. Plaques vis. Les plaques vis, donc il a fallu après, 1 an après, justement, enlever l'ensemble, mais c'est pas péroné, il me semble que ça n'avait pas tourné. Enfin, d'accord, de ce que je me souviens. De mémoire. Et quel côté tu disais? Gauche. Côté gauche. Donc ça, on le garde en tête. Et il y avait une rééducation donc sur les antécédents traumatiques, il faut aller poser derrière comment ça a été soigné. Il y a eu plaque vis, est-ce qu'il y a eu des bons résultats chirurgicaux? Est-ce qu'il y a eu une bonne rééducation derrière? Ça, c'est des questions qui sont primordiales, parce que notre examen clinique, on va le peaufiner par rapport à ces questions-là. S'il me dit j'ai eu une fracture, je ne l'ai pas très bien soigné, je ne suis pas allé trop chez le kiné, et derrière, le motif de consultation est lié à ça, il faut le savoir dès le départ. Donc, je pense une bonne rééducation. Oui. Alors, la cicatrice, il y a eu quand même des complications, ça s'était réinfecté. J'ai eu certaines douleurs, surtout au début au niveau de la cheville, la mobilité cheville. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai plus de problème
D'accord. En niveau antécédent, d'autres entorses, fractures, opérations en particulier? Non, non, j'ai eu des douleurs pendant un moment sur le genou suite à un trail que j'avais fait sur quand même du dénivelé et un peu d'intensité. À l'époque, la dynamique de course, je l'avais peut-être pas trop aussi, donc c'est pour ça qu'il y a eu quand même Côté pendant gauche, 3 mois une douleur. Il me semble que c'était du côté gauche. D'accord. Ouais, c'est quand même du côté gauche que ça. Donc ça me permet de rebondir, parce qu'on pense toujours à demander au niveau des antécédents, ce qui est fracture, entorse, opération, etc. C'est assez classique. Parfois, on met de côté aussi les douleurs type tendineuses. Ça, c'est important, parce que ça va vous aiguiller aussi dans une certaine posture potentielle. Si j'ai des antécédents de tendinopathie du psoas toujours du même côté, par exemple, potentiellement, j'ai un déséquilibre sur le plan pelvien au niveau frontal. Ou si j'ai des tendinites achilléennes à répétition, des choses comme ça, le patient, il va pas vous dire intuitivement, bonjour, je viens de faire des semelles et j'ai eu des antécédents de tendinite. Non, il ne vous dira pas, donc ça, vous pouvez poser la question. Antécédent un peu de pérostite tibiale, de tendinite, des choses comme ça, ou non, pas forcément. Donc là, on garde en tête quoi? On garde le trauma tibia gauche. On garde ça en tête et on verra si c'est lié au motif de consultation ou pas. Ça, c'est bon, antécédents. Donc, dans les antécédents, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que même si vous n'êtes pas posturologue, si vous n'avez pas de connaissances en posturo, il ne faut pas oublier qu'en podologie, on a une approche globale. Donc, une approche globale, on sait qu'il va y avoir des déviations, des déséquilibres qui vont induire une posture en particulier aussi. Donc, si j'ai un œil qui va moins bien, si j'ai une mâchoire avec des problèmes d'orthodontie, si j'ai un problème oreille interne, des problèmes viscérales, des choses comme ça qui sont un peu chroniques, je m'attends à trouver une posture un peu atypique avec peut-être un manque de logique dans ma répartition d'appui. Mais si je m'y attends, c'est pas un problème. Si je m'y attends pas et que je réfléchis dans tous les sens et je ne trouve pas de logique à tout ça, c'est que je n'ai pas posé les bonnes questions au départ. Donc là, les questions suivantes auxquelles le patient ne s'attend pas forcément non plus, c'est les yeux, les oreilles, les dents, viscérales, est-ce qu'il y a des soucis en particulier? Oui, non. Alors, globalement, je dirais non. Rien connu, quoi. Non, rien connu. Rien connu. Donc ça, on élimine ce côté-là. Donc si on voit une posture atypique et qu'on ne trouve pas de logique, c'est soit que nous, on n'a pas trouvé la logique, soit qu'il manque une pièce au puzzle avec d'autres professions, parce qu'on sait que c'est une approche très pluridisciplinaire. Donc ça, c'est important. Ensuite, vers quoi on va se diriger? Donc là, on a parlé un peu des antécédents. Qu'est-ce il nous reste à éplucher un peu ensemble. On va basculer sur le motif de consultation. Motif de consultation, ou même avant de faire parler du motif de consultation, ce qu'on peut mettre en avant aussi, c'est les traitements en cours. Donc, traitement en cours au sens large. C'est-à-dire, est-ce que je vais chez l'ostéo? Oui, il y a combien de temps la dernière fois? Est-ce que j'ai des séances de kiné en cours? Est-ce que j'ai des traitements médicamenteux? Parce qu'on sait que certains médicaments vont avoir des effets secondaires, notamment sur des tendinopathies. Toutes ces questions un peu autres qui vont être intéressantes. Ou une pathologie en particulier. Là, on a un jeune sportif. S'il y en a une personne un peu plus âgée, est-ce qu'il y a des troubles artériels, veineux, soucis de diabète, choses comme ça? Il faut poser la question, parce qu'on ne nous dira pas forcément. Donc, des traitements médicamenteux ou en termes de soins Non, par contre, c'est vrai que l'ostéo, ça fait quand même pas mal de temps. Je pense que ça fait au moins 2 ans que je ne suis pas allé minimum. Je ne suis pas allé chez l'ostéo. Ouais. Et, est-ce que l'ostéo, quand il y allait, est-ce qu'il trouvait toujours un peu le même problème qui revenait fréquemment ou pas forcément? Alors, il me semble que si, et vu que ça remonte, je t'avoue que je vais être assez limité sur les détails que je peux donner. Mais il me semble qu'il y avait quand même des choses qui revenaient. D'accord. Des choses qui revenaient. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Moi, je vous conseille, en termes de développement de cabinet, de vous armer d'un carnet d'adresses un petit peu en termes d'ostéo, de kiné, bien sûr, mais aussi d'ostéo. Parce que quand vous avez un ensemble qui manque de logique ou qui manque de mobilité sur certaines zones, c'est clé d'aller envoyer vers un ostéo que vous connaissez et qui vous le renverra derrière. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire que vous voulez envoyer du monde, lui, il va vous envoyer du monde derrière. Et le patient sera plus content aussi, puisque l'approche sera plus globale et les résultats seront améliorés. Donc ça, c'est important. Donc ça, on garde ça en tête. On sait qu'il n'a pas vu l'ostéo depuis 2 ans. Donc si on trouve des petits soucis, on pourra rediriger facilement vers l'ostéo et puis revoir derrière. Ou pas, ça va dépendre de ce qu'on va voir. Donc ça, et une fois qu'on a épluché ça, donc là, vous allez me dire pourquoi je ne vais pas poser la question directement motif de consultation. Pourquoi? Parce que là, j'ai déjà des indices. Je sais qu'il y a un traumatisme sur le côté gauche.
Je sais qu'il n'a pas vu l'ostéo depuis 2 ans et qu'il a changé un peu sa façon de travailler ces derniers temps et son chaussage de course à pied. Donc j'ai déjà des indices sur une probabilité de motif de consultation. Donc ça m'a fait gagner du temps en fait. Alors que souvent on a tendance à se diriger trop vite vers le motif de consultation et on oublie certaines zones dans l'anamnèse. Donc essayez de le faire plutôt dans ce sens-là et vous allez voir que les résultats sont un petit peu améliorés au niveau de l'anamnèse. Donc en termes de motif de consultation, mais il n'y en a pas forcément parce que là on a décidé de travailler avec toi pour pouvoir avoir une ouverture assez large sur d'autres pathologies, mais on va en profiter pendant que tu es là. Est-ce que tu as un petit peu des douleurs, que ce soit au niveau d'activité sportive ou autre? En l'occurrence, ce qui peut revenir à terme, c'est souvent le genou. D'accord. Le genou, je dirais quand même gauche. Genou gauche. Ouais, genou gauche qui revient assez régulièrement. Et on peut avoir certaines douleurs lombaires. Lombaire. Ouais. D'accord. Donc là c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans vraiment le vif du sujet au niveau du motif de consultation. Motif de consultation, il faut aller préciser un petit peu, évidemment. C'est-à-dire que quand j'ai mal au genou gauche, je m'arrête pas là. C'est où, quand, comment. C'est-à-dire que déjà sur le genou, est-ce qu'on arrive à préciser? Même si nous, on va aller faire de la palpation et contrôler ça avec nos mains, on peut déjà demander au patient, moi j'ai un genou qui est sur le bureau, dites, est-ce que c'est à l'intérieur, l'extérieur, devant, derrière? On va essayer de préciser déjà un petit peu. Donc quand tu as mal au genou, c'est plutôt devant, derrière, sur les côtés, ça va être devant. Plutôt devant, donc au niveau tendon rotulé un peu devant. Donc on a une douleur a priori qui est plutôt une petite tendinopathie rotulienne. Probablement, c'est que des pistes de travail pour l'instant. Et quand il y a mal, déjà ça fait combien de temps que tu as cette douleur? Depuis un peu le traumatisme, c'était avant, après Je pense que ça a été aussi depuis pas spécialement depuis le traumatisme, mais depuis ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était au niveau du trail. Ouais. J'ai eu ces chocs assez importants. Depuis, la douleur elle est partie, mais elle revient quand je fais des efforts un peu intenses. D'accord. Je sens que ça peut être vélo ou ça peut être course à pied aussi. D'accord. Et vu que tu as effectué un petit peu un changement de chaussage, tu as l'impression que c'est un peu corrélé avec ce changement de chaussage ou pas? Non, ça va. Je dirais que la douleur était la même, même diminuée parce que le changement, personnellement, le changement de chaussage, ça fait que ça a changé un peu ma manière de courir aussi. Donc voilà, de manière un peu plus aussi peut-être moins lourde, pour diminuer les impacts. Donc non, je dirais que ça a quand même un peu même contribué à réduire. Cette douleur. Ça, si on reste sur ce sujet-là, qui à mon avis vous intéresse, on va avoir les 2 types de foulées course à pied qu'on connaît un petit peu. Ça va être quand on est sur une foulée un peu plus aérienne avec un chaussage un peu plus réduit en termes de renfort, on va appeler ce qu'on appelle un coureur aérien, c'est-à-dire qu'il va attaquer sur l'avant du pied. Donc il y a moins d'impact effectivement. Par contre, il y a plus de contraintes musculaires. Donc là, sur le cas qu'on a ici, on a une douleur qui est plutôt tendineuse a priori. Donc là, la foulée un peu plus aérienne va apporter moins d'impact, mais plus de contraintes musculaires. Donc, est-ce que c'est mieux, moins bien? Ça sera à nous de le déterminer, mais c'est intéressant qu'on ait ça en tête quand même. D'accord, donc ça, et tu dirais que ça fait combien de temps que ça c'est des douleurs, du coup, à peu près quand tu t'es mis à faire plus de trail, quoi? Ouais. Quand je me suis fait quoi, 6 mois non, ça fait un peu plus. Là, on va être sur à peu près 3 ans. 3 ans, ok. Après, ça reste léger, hein, ça n'empêche pas de faire, mais ça il y a une récurrence dans cette douleur. Et le dos? Donc tu as l'impression que ça te fait une barre en bas du dos, ça fait plus d'un côté par rapport à l'autre? Côté. Alors, non, je dirais que ça vient un peu plus du droit, côté droit. Plus côté droit, après. Oui, côté droit, mais voilà. Après, j'ai mis en place certaines routines, entre guillemets, pour essayer de détendre ça musculairement chaque matin. D'accord. Avec certains mouvements, type étirement, etc. Donc ça reste quand même léger, mais je sens que si je le fais pas souvent avec le sport à côté, ça a tendance à revenir un petit peu. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Et maintenant, une fois qu'on on a arrivé au motif de consultation, on s'arrête pas là. On va essayer d'éplucher un petit peu l'ensemble du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il nous a pas forcément dit. Donc c'est à nous de poser les bonnes questions. Donc c'est-à-dire qu'on va rescanner en fait l'ensemble du corps. Donc au niveau pied-cheville, il n'y a pas spécialement de douleur. Non. On remonte d'un cran genou, on en a parlé, genou gauche, mais genou droit, ça va. On remonte encore d'un cran hanche, lombaire, on en a déjà parlé, mais on repose la question, on re-questionne quand même. Ça a l'air d'aller aussi. Ouais, c'est au niveau lombaire. Niveau lombaire qui revient un petit peu. Après, il faudrait que je me remette en situation pour voir si c'est plus le gauche ou le droit, mais il y a quand même une douleur qui est là sur les deux. Sur les lombaires. Donc ça sera à nous d'éplucher un peu si on trouve des petites choses par rapport à ça. Ensuite, on remonte au niveau dorsal entre les omoplates et cervical.
Cervicale, non. Je peux avoir certaines douleurs à ce niveau-là. Entre les omoplates Aussi. Ouais. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est musculaire. Je pense que c'est musculaire aussi. Mais voilà, c'est une douleur qui revient quand même assez souvent. Surtout quand je reste debout pas mal de temps, ça peut avoir un pic de douleur aussi. D'accord. Donc ça, on sait que les douleurs entre les omoplates, on va avoir plutôt c'est une charnière en fait, hein, sur les deux plans au niveau pelvien et scapulaire. Donc souvent, ces douleurs-là, nous, on n'aura pas énormément d'impact dessus, parce que c'est souvent les métiers un peu manuels avec beaucoup de torsions, des choses comme ça, et surtout liées à certains mouvements. Donc on va regarder, puisque sur les facteurs montants, c'est-à-dire tout ce qui vient des pieds, ben, potentiellement ça peut créer des petits troubles, mais je ne suis pas certain dans ce cas-là, il faudra voir un peu sur le côté l'approche manuelle surtout. Ok, ça on l'a bien épluché. Après moi ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de mettre en place une évaluation un petit peu de cette douleur-là, en termes de fréquence et d'intensité. Pourquoi? Parce que vous allez revoir vos patients régulièrement. On va revoir un mois après, on va revoir peut-être probablement dans l'année pour voir un peu l'évolution. Et parfois, le patient va vous dire « Ouais, ben, j'ai pas trop d'évolution, j'ai toujours mal. » Mais c'est subjectif. Est-ce qu'on a un moyen de comparer ça avec la douleur avant-après? Si vous ne posez pas la question dès le départ, vous n'aurez pas moyen de comparer. Donc moi, ce que j'essaie de faire de plus en plus maintenant, on va essayer d'estimer la fréquence de la douleur. Est-ce que j'ai mal tous les jours? Est-ce que j'ai mal à chaque fois que je fais l'activité? Est-ce que j'ai mal 3 fois par semaine? On essaye de quantifier la fréquence. Alors, sur les douleurs un petit peu lombaires, ça revient quand même assez régulièrement. Même sans faire, justement, je parlais de mouvement d'exercice, quand je ne le fais pas, ça revient, ça peut revenir à la fin de la journée, par exemple, ou le matin au lever, c'est assez raide. D'accord. Donc c'est assez fréquent. D'accord. Donc ça, c'est quasi quotidien, en fait. Petite gêne, si tu ne dois pas t'étirer. Ouais. D'accord, c'est ça. Et après, genou, non, c'est vraiment Lié à l'activité au bout d'un certain moment. Donc ça n'arrive pas tout de suite et ça va venir, je pense, vraiment quand je sens que je fais pas attention soit à ma course, voilà, ça vient à ce moment-là. D'accord. Et cette douleur-là, je dirais, c'est quand justement, j'ai un effort assez régulier de me mettre en position droite, debout, pendant un moment, ça revient à ce moment-là. Ça revient à ce moment-là. Et donc la douleur au jour, tu vas l'estimer au bout de combien de temps de course ou combien de kilomètres? À peu près, hein, pas de la précision. Ouais, ça va être on peut dire à partir du 8 km, 9 km, et si il y a quand même... Plutôt en fin de sortie. Ouais, plutôt en fin de sortie. Plutôt en fin de sortie. Est-ce qu'elle est majorée? Elle va être majorée en descente, j'imagine? Si je fais pas attention, ouais. En descente, ce qui est logique, hein, si on a une douleur sur la chaîne intérieure, si on a une course en descente, on a une marche en avant plus importante, donc on retient le mouvement, donc la chaîne intérieure va travailler un petit peu plus, donc potentiellement on est assez logique là-dessus. Donc là, on a un petit peu tout épluché. Est-ce que je réfléchis si on a oublié un petit peu des étapes? Je pense qu'on est pas mal. Donc si on résume un peu et qu'on note un peu au fur et à mesure ce qu'on a vu en termes de l'anamnèse, on va avoir donc anamnèse. On va avoir surtout des antécédents un peu traumatiques. Hein. On va avoir, si je me mets de ce côté, peut-être qu'on verra un peu mieux. Donc le sport pratiqué, donc course à pied surtout. Course à pied, c'est surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est sur ce sport-là qu'il y a les douleurs, donc c'est ce qu'on retient, même s'il y a d'autres activités qu'on garde en tête. Après, au niveau antécédent, on a fracture tibia gauche. Donc on a dit il y a 10 ans à peu près. Et ce qu'on retient, c'est gonagie à gauche. Gonagie gauche et lombalgie. Donc là, si je résume un peu la situation, on sait que sur notre prochaine étape, qui va être l'examen sur table, sur lequel on va enchaîner là directement, je vais me focaliser surtout sur quoi? Sur le côté gauche, au niveau des mobilités articulaires, donc sur la cheville, mobilité en flexion dorsale, flexion plantaire, mobilité au niveau du genou, hanche, tout côté gauche, jusqu'au sacro-iliaque, pour voir si ça a été perturbé un peu à cause du traumatisme. Au niveau, ça va être ça essentiellement, hein, sur le côté gauche, voir si on a un éventuel déséquilibre
longueur de jambe, mobilité au niveau sacro-iliaque, choses comme ça qui peut expliquer les lombalgies. Et en dehors de ça, c'est à peu près tout ce qu'on va. Donc on va se focaliser sur certaines zones en fonction de l'anamnèse. Là, évidemment, vu qu'on fait un webinaire assez large, sens large, on va tout éplucher un peu ce qu'on peut effectuer comme test pendant l'étape de l'examen clinique sur table. Mais sur ce patient-là, on sait qu'on va se focaliser sur ces zones-là. Donc à la fin de l'anamnèse, vous prenez les notes et vous gardez en tête, et bien tiens, sur mon enquête, j'ai certaines zones-là que je vais aller investiguer de façon un petit peu plus approfondie, et les autres zones où je vais aller passer un petit peu plus vite dessus. OK, et bien notre patient est revenu. On va avancer un peu la table d'examen. On va bouger un peu la caméra. Tu me dis si j'en ai autre chose. Pour l'instant, ça va. Donc là, on va passer notre patient sur le dos. Et les pieds qui dépassent un petit peu en bas. Donc si tu peux bouger un peu l'axe de la caméra, qu'on voit les pieds, s'il te plaît, Laurent. Ouais. Donc là, par quoi on va commencer? Du coup, quand on fait passer notre patient sur la table d'examen, qui est une étape clé de l'examen clinique, on ne peut pas passer outre cette étape-là, notamment sur les douleurs lombaires. Il y a des petits testings qu'on va être obligé de faire avant de passer sur la partie statique debout. C'est ce qu'on appelle les tests en chaîne ouverte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les muscles ne travaillent pas quand on a un décubitus. Donc il y a certains tests qu'on va pouvoir faire. Alors quand on est debout, on est ce qu'on appelle en chaîne fermée, c'est-à-dire que j'ai une tension musculaire pour pouvoir me maintenir en position debout. Donc il y a certains tests que je ne vais plus pouvoir faire. Donc là, on va lui demander de s'allonger sur le dos, de se relâcher un peu. Le dossier, ça va? Je baisse un petit peu. Ok, et donc là, par quoi on va commencer? On va être pareil, de la même façon que je vous expliquais déjà tout à l'heure. On va scanner un peu l'ensemble du corps en commençant toujours par les mêmes étapes. Alors ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous, en cabinet, on prend 10 poteaux, on a 10 façons de faire différentes. Hein. Donc, nous, on essaie de vous expliquer un protocole un peu neutre que vous puissiez reproduire en cabinet. Donc là, on va commencer par ce qu'on appelle déjà, vous, en tant que, si certains d'entre vous sont pédicures-podologues, eh bien, ça, je vous apprends rien à ce niveau-là. Hein, au niveau qualité de la peau, on va regarder tout ce qui est hyperkératose, les corps, verrues, etc. Surtout si on a des patients à risque, hein, là, ce qui n'est pas le cas ici. Hein, donc là, on ne va pas aller sur un patient comme ça, évidemment, on ne va pas aller faire le test d'époux, monofilament, les choses comme ça, parce qu'a priori, je ne pense pas que tu aies des soucis de diabète ou de neuropathie, ça m'étonnerait. Donc, on ne va pas perdre de temps et focaliser du temps là-dessus sur quelque chose qui ne nous servira pas. Par contre, suivant les patients, évidemment, vous allez avoir l'époux, le test monofilament, la qualité de la peau, là, vous allez faire un peu plus attention, surtout si vous avez un patient diabétique. Là, si je regarde rapidement, au niveau qualité de la peau, il n'y a pas de souci apparent, quoi. Pas d'hyperkératose, à ce niveau-là, ça va. Donc ensuite, par quoi on va commencer? On va commencer par du testing de mobilité articulaire. Donc là, on n'est pas obligé d'être ostéo, d'avoir fait thérapie manuelle, toutes ces choses-là. Nous, ce qu'on veut, c'est de mettre en avant les différences droite-gauche. Donc si je prends un pied, le but du jeu, c'est que j'aille faire, je vais me rapprocher un peu, j'aille tester un petit peu la mobilité, un petit peu de chaque articulation. Donc déjà, je vais commencer par les têtes méta, je vais aller les faire bouger. Voir si ça, je vais serrer la palette méta et aller faire des mouvements antéro-postérieurs dans le but de mettre en avant une probabilité de syndrome de Morton ou choses comme ça. Et derrière, je vais aller essayer de faire bouger mon pied dans tous les plans de l'espace, donc en flexion plantaire, flexion dorsale. Je vais aller faire bouger mon complexe stylo-cuboïdien. Le but du jeu, c'est de voir si j'ai une différence droite-gauche. Même si je ne suis pas ostéo, si je vois le pied gauche qui réagit moins bien avec des mobilités moindres, voire des douleurs, je sais que je vais basculer derrière un ostéo, sans même avoir des connaissances ostéopathiques. Okay, et donc, cette articulation-là, le cuboïde avec le styloïde ici, elle est primordiale. Parce que si elle ne fonctionne pas bien en unilatéral, ça peut être à l'origine de certaines déviations un petit peu posturales, choses comme ça. Donc ça, il vous faut le contrôler en cabinet. Donc, là déjà, en mobilité, je vais aller appuyer sur le premier rayon et regarder si les deux descendent du même degré de mobilité. Donc là, j'ai pas de différence. Si j'ai un pied qui s'arrête là et que j'arrive pas à descendre plus bas, j'ai mon complexe premier rayon naviculaire qui fonctionne pas bien, ou autre chose, hein, mais j'ai quelque chose en mobilité déjà qui est différent à droite et à gauche. Nous, ce qui nous intéresse en podologie, c'est d'effectuer des testings de différentiel droite-gauche. Donc si j'ai pas de différence, j'avance d'un cran. Je passe pas trop de temps à ce niveau-là. Donc là, à ce niveau-là, ça va bien. Je peux faire la flexion dorsale, oui. Donc, flexion dorsale, je dois dépasser les 90 degrés.
Donc là, ça me va. Tout ce qui est bon, vous passez vite. Hein. Hop. Et là, ça me va aussi. Pour l'instant, je n'ai pas noté de déséquilibre. Ensuite, je peux bloquer le calcaneus derrière. Je prends la palette méta et je viens faire des mouvements. Et vous regardez la mobilité au niveau médio-pied. Pareil de l'autre côté. Là, pareil, je ne vois pas de gros déséquilibre pour l'instant. Au niveau de palette méta, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne l'avais pas encore fait. On va venir pincer entre chaque espace métatarsien, voir si ça te fait mal, tu me dis. Hein. Là, on sait que ces étapes-là, sur un patient sportif comme ça, on passe rapidement dessus parce qu'il y a peu de chances qu'on mette des choses en avant, mais il faut quand même le faire. Ensuite, le fameux complexe dont je vous parlais. Donc, je vais aller, là, j'ai la styloïde ici, on la voit bien là, sur le côté. C'est les parties proéminentes là sur l'extérieur du pied. Et en arrière, je vais aller choper le cuboïde et aller faire des mouvements. Et là, si ça te fait mal, tu me dis. Il bouge bien, donc a priori, il n'y a pas de souci de mobilité à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté. Ça bouge un peu moins bien, mais ça fait pas mal. Je pense qu'en termes de mobilité, on est pas mal. On est pas mal à ce niveau-là. Donc là, une fois que j'ai fait ça, au niveau du complexe pied-cheville, je suis assez content. J'ai pas mis de gros défauts en avant. Je peux aller tester aussi ce qu'on appelle l'inversion forcée. Donc, je vais mettre le pied en inversion. Je regarde de combien de degrés je le mets approximativement. On ne va pas les mesurer les angles. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Pareil. Bon, pas d'énorme différence entre les deux. Et je peux faire pareil en inversion. Surtout sur un côté traumatique. Là, c'est intéressant de le contrôler. Pour l'instant, il a l'air d'avoir été bien rééduqué. Il n'y a pas de gros soucis à ce niveau-là. Hop, on va remonter d'un cran. Donc n'hésitez pas à avoir des crayons dermato pour essayer de marquer certaines zones si vous le souhaitez. Là, je remonte d'un cran et on va essayer de préciser la douleur qui nous intéresse sur notre patient ici. Donc on va mettre le genou en flexion et on va venir appuyer sur la zone potentiellement douloureuse au niveau du tendon rotulien. Donc si j'appuie, tu le sens un petit peu ou pas? Non. Donc c'est une douleur qui est plutôt à l'effort, à la palpation, elle n'est pas spécialement douloureuse. Donc ça c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une inflammation hyper importante. Par contre, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il n'y a pas une grosse inflammation, donc probablement pas de douleur type tendinopathie qui est aussi au quotidien. Par contre, à l'effort, c'est-à-dire qu'il y a un souci à l'effort pendant la course. Donc là, on va pouvoir avoir un rôle important à jouer. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et je pense qu'étant jeune, tu avais eu peut-être syndrome Osgood-Schlatter ou des choses comme ça te parle ou pas ça? Pas du tout. C'est des syndromes de croissance. Au niveau-là, on a la tuberosité antérieure du tibia qui est un peu proéminente. Donc, il y a eu peut-être des inflammations pendant. Tu devais faire beaucoup de sport, en gamin, non? Donc, potentiellement, une petite inflammation qu'il y avait eu à ce moment-là. Donc, le tendon rotulien peut être un peu perturbé par rapport à ça aussi. Donc, je suis pas trop étonné parce qu'à droite, c'est pas présent. Vous voyez là, si je refais une flexion de l'autre côté, peut-être, je sais pas si on voit bien avec la caméra. Alors, c'est du vrai live, on n'a pas fait de bilan avant. Donc là, on voit effectivement une tuberosité un peu plus importante ici sur le genou gauche, qui est peut-être signe d'une tension au niveau tendon rotulien qu'il y a eu pendant certaines phases de croissance. Donc je suis pas trop étonné qu'il y ait des douleurs de ce côté-là de temps en temps, ce qui n'est pas présent de l'autre côté. Par contre, à la palpation, pas de douleur. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On peut aller faire bouger un peu la rotule. On appuie un peu dessus. Et donc après, si vous avez un petit crayon dermato, vous pouvez aller mettre des points de repère. On ne voit pas très bien, mais on va aller mettre des points de repère sur le centre de la rotule. Moi, je vous conseille de faire ça. Soit vous mettez des petites pastilles, soit vous écrivez avec le stylo. Donc, au centre de la rotule. Ça va nous aider pour les étapes d'après, pour le coup. Pareil de l'autre côté. Donc, au centre de la rotule, je vais mettre des petits points de repère. Ça nous aidera pour les étapes des prochains webinaires. Hop, ensuite, on avance. Là, moi, j'aime bien faire ce test-là en premier. On va faire plier les deux jambes. Lève le bassin de la table. Tu peux reposer et tu vas relever une fois et tu vas vraiment laisser retomber sur la table. Nickel, et tu te relâches bien. Donc ça, s'il y a des ostéos un peu dans l'audience, on sait que c'est pas un test réel de différence de longueur de jambe. Ça nous donne encore une fois un indice sur une probable différence de longueur, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a une. Donc là, je regarde, je mets mes doigts sous les malléoles internes et je vois si j'ai un petit déséquilibre ou pas. Donc là, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, je ne mets pas ça en avant. Alors pour information, vu qu'on a dit qu'on ne restait pas focalisé sur un seul patient, si vous avez une longueur théorique de longueur de jambe, première chose à contrôler, vous testez la mobilité articulaire au niveau des sacro-iliaques.
Donc c'est quoi? C'est l'articulation entre le bassin et le rachis, en fait, hein, et les lombaires. Donc si c'est bloqué, ben, ça peut créer une fausse différence de jambe. Donc ça, il vous faut le contrôler. C'est un petit test très facile à faire. Vous faites une flexion de jambe, ouverture sur l'extérieur, je reviens. Donc là, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a raccourci. Je vais filmer un peu mes doigts. On a mon index ici, comme si la jambe gauche était plus courte en fait. Donc ça m'a mobilisé et fait bouger mon articulation sacro-iliaque à gauche. Si je fais la même chose dans le sens inverse, on plie, rotation interne, hop. Là, ça m'a rallongé. On voit mon index à gauche est plus bas que mon index, enfin sur le pied gauche, hein, est plus bas que mon index opposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une bonne mobilité au niveau de cette articulation-là. Donc si j'ai mis en avant une jambe gauche un peu plus courte, par exemple, je fais ce test-là, ça bouge bien, donc c'est pas bloqué. Donc j'élimine. Si je fais ce test-là, qu'il n'y a rien qui bouge, il y a une articulation qui potentiellement ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on voudrait, et du coup, ben, j'envoie vers un collègue ostéo. Okay, donc là, c'est pas le cas. Ce test-là, après, on peut le faire évidemment de l'autre côté. Hein. Là, c'était pour vous montrer. Ici, chez Alexandre, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème, donc ça va bien. Et donc après, on va remonter un peu la table. Donc là, pour l'instant, on n'a pas relevé grand-chose. Hein. Ensuite, on va aller faire du testing musculaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher certaines zones où il peut y avoir une douleur potentielle. Donc là, je vais mettre en tension le long fléchisseur de l'allus. On va toujours dans le même ordre. On va toujours dans le même ordre. Donc on va commencer par le long fléchisseur de l'allus. Donc je le mets en tension et je vais aller chercher dessous. Donc j'appuie dessus, hein, tout simplement. Et tu me dis si je te fais mal. Pour l'instant, ça va. Tu sens un peu. Le premier, là. Il y a une petite tension, on a l'impression, hein, au niveau du long fléchisseur. Donc on va venir chercher. Ensuite, on met l'aponévrose en tension et on va venir chercher. Pareil. Donc ça, c'est une douleur type aponévrosite. Il vous faut différencier le long fléchisseur de l'allus de l'aponévrose. Pareil. Insertion. Et c'est pareil de l'autre côté. On vient chercher le long fléchisseur. Et on vient chercher l'aponévrose. Insertion. Pas de grosse douleur non plus. Ensuite, ce qu'on peut faire, on met en inversion forcée, comme je vous ai montré déjà tout à l'heure, et on vient chercher les fibulaires surtout. Donc en palpation au niveau fibulaire. Pas de douleur, ça va. Pareil de l'autre côté, toujours. Et tu me dis si je te fais mal. Ouais. Ça va. Après, on peut mettre en éversion forcée et aller chercher tibial postérieur. Même si on ne voit pas exactement très bien ce que je fais, c'est pas grave. Hein, vous retenez un peu les étapes. Ça va. Donc là, si on met une douleur, si on met en avant une douleur au niveau des fibulaires, ça veut dire quoi? C'est un muscle stabilisateur de cheville. Hein. Donc si j'ai une douleur au niveau des fibulaires, potentiellement, j'ai une perte de stabilité à ce niveau-là. Douleur plutôt tibiale postérieure, ça peut mettre en avant plutôt un phénomène d'hyperpronation. Ensuite, je monte d'un cran. Là, je vais aller chercher les tibias. Donc, je vais chercher en interne. Palpation sur les tibias. Tu sens un peu ou pas? Très léger à gauche, mais très léger. Léger à gauche. Donc ça veut dire quoi? Léger à gauche, ça veut dire que c'est une petite inflammation au niveau de l'enveloppe du tibia, ce qu'on appelle le périoste tibial. Donc une petite douleur. Donc ça, c'est les impacts un peu répétés, les choses comme ça. En extérieur, c'est quoi? Là, ça est plutôt une approche musculaire, hein, ou alors au niveau de la cicatrice, au niveau des adhérences. Et là, c'est au niveau du tibial antérieur. Ça va. Et je remonte d'un cran. Donc là, je retiens quoi pour l'instant? Au niveau mobilité articulaire, ça me paraît cohérent. Et je retiens juste une petite douleur au niveau de périoste tibial côté gauche. Ce qui est cohérent avec la douleur qu'on a probablement sur le côté gauche aussi. Genou, focus genou. Donc on a déjà mis en avant le tendon rotulien. Maintenant, il nous faut éliminer certaines zones qui sont assez classiques en douleur de course à pied. Donc on va aller chercher déjà le poplité derrière, qui est un muscle stabilisateur de genou. Donc s'il fait mal, potentiellement j'ai un manque de stabilité à ce niveau-là. Ouais. Ah. Là, ça fait mal. Donc, poplité qui fait mal. Ça veut dire quoi? Poplité, il est stabilisateur genou. Donc, s'il travaille trop, ça veut dire qu'il compense un déficit. Donc, s'il compense un déficit, potentiellement, j'ai une perte de stabilité sur le côté genou gauche. Attends. Là, ça va, mais de l'autre côté, il fait plus mal. Ouais. Tu sens un peu quand même à droite. Tu sens un peu, mais il fait plus mal à gauche. D'accord. Ok. Ensuite, en interne,
On va aller chercher on va pas, c'est pas un cours d'anatomie, hein, donc on va vite sur certaines étapes. On va chercher la patte doigt, on va chercher au niveau du fameux syndrome de l'essuie-glace qu'on peut avoir sur l'extérieur. Donc on va aller chercher. Et là, ça a pas l'air d'être trop douloureux. Hein, on remonte, on fait pareil de l'autre côté. On va un peu vite, on scanne. Hein. Donc là, au niveau psoas sur les côtés, non, ça va. Tenseur du fascia lata. À gauche. Gauche. Ouais. Et moyen fessier peut-être un peu. Non plus. Ça va. Et ça ne descend jamais dans la jambe, par contre. Ça le faisait beaucoup avant quand je ne m'étirais pas. Énormément. Cette douleur-là, quand je ne faisais pas les routines, les mobilités du matin, ça le faisait beaucoup. D'accord. Donc là, on a pas mal de choses sur le côté gauche, en fait. Hein. On a le tibia donc, qui est un peu impacté, le poplitier qui travaille beaucoup ici. Donc ça va nous donner des indices pour les étapes d'après. Donc les étapes pas la semaine prochaine, la semaine d'après, quand on reprendra le webinaire, quand on reprendra l'analyse statique, on aura gardé ça en tête. Et du coup, on sait que par rapport à ce qu'on a vu là, on va avoir des choses à contrôler spécifiquement sur le statique et ensuite sur le dynamique. Ça nous aiguille, ça nous donne des indices pour les étapes d'après. Et donc, au niveau carré de l'ombre, ça va aussi. Donc, donc sur le plan décubitus dorsal, on a fait un peu le tour. Après, il y a des tests à l'effort qui existent aussi. Moi, je ne les fais pas à chaque fois. Hein. On peut faire, là, dans ce cas-là, ça ne fera pas relever de choses en particulier, mais on peut faire pousser contre les mains. Vas-y, pousse le plus fort que tu peux, dans l'autre sens, sur les côtés. Et ça, c'est des tests à l'effort si ça provoque une douleur, mais ça peut être une douleur plutôt musculaire, en fait. Donc, ça, on peut le faire. Alors, moi, je fais confiance aux kinés là-dessus, qui sont quand même meilleurs que nous, mais on peut le faire aussi en application un petit peu en cabinet si on en ressent le besoin. Donc, ça, c'est tout ce qui est décubitus dorsal, c'est-à-dire allongé sur le dos. Alors, on a fait un petit peu le tour à ce niveau-là. Après, en décubitus latéral, c'est-à-dire sur le flanc, pas grand-chose à faire. On peut faire des montées, c'est-à-dire que tu pousses le pied au maximum, et puis pour mettre, là, tu peux mettre sur ce flanc-là, par exemple, vas-y, fais-le. Sur le côté, comme ça, ouais. Et tu vas, comme ça, et tu vas pousser ma main au maximum. Ça te fait mal, quoi. Donc là, en test à l'effort au niveau du fascia lata, il n'y a pas spécialement de douleur. C'est des choses qu'on peut mettre en avant. Tu vas te mettre en décubitus ventral, donc sur le ventre. On va te descendre ça. Les mains. Bon, n'importe. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, alors ça, c'est pareil. On va pas faire du systématique décubitus ventral. Il y a certains patients, on va pas choper d'informations vraiment, réellement à ce niveau-là. D'autres, on va pouvoir choper des informations. Donc, sur les enfants, par exemple, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir faire des petits points de repère aussi avec vos stylos magiques, là. Donc, vous allez prendre le centre du talon derrière. Au niveau, sur le tendon calcanéen, et un petit peu plus haut au niveau de l'insertion, au niveau de triceps. Donc, ces 3 points-là, quand vous allez être en statique, ils vont vous servir pour choper l'angle. Donc, centre du talon, sur le tendon, et au niveau de l'insertion, là, ici, au niveau du solaire, donc au centre du mollet, au niveau de l'insertion haute, quoi. Et ça, donc, sur le statique, ça vous aidera au niveau de l'œil. On prend les points de repère, et ça nous aidera. Donc, sur le décubitus ventral, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer quand même, parce qu'on a encore un petit peu de temps, et après on fera un petit peu de questions-réponses. Là, vous pouvez appuyer sur le fémur, on plie la jambe, et ça nous donne une indication, vous voyez, degré d'ouverture du pied. Degré d'ouverture du pied, ça nous donne l'indication au niveau de la construction du tibia. Est-ce que le tibia est vrillé sur l'extérieur, donc ce qu'on appelle la torsion tibiale. Est-ce que je suis vrillé sur l'extérieur? Donc la norme, c'est à peu près à 10h10, entre 10 et 15 degrés. Et donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et là, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une fracture tibiale. Donc est-ce qu'il y a un changement d'axe ou pas? Donc côté droit, normal. Et côté gauche, il n'y a pas de souci de changement d'axe non plus. Donc effectivement, il n'y a pas eu une fracture en torsion comme ça. C'était une fracture nette sûrement, avec pas de changement d'axe. Après, là, en décubitus ventral, on peut aller chercher un peu plus en palpation. Là, ici, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, tu peux te rasseoir, s'il te plaît. Et on va finir sur une petite chose qui est des petits testings en position assise. Donc, tu vas te mettre assis au bord de la table, tout simplement. Donc, ça va être plutôt pour des motifs de consultation avec des douleurs plutôt hanches, genoux, des choses comme ça. Ça va être test de mobilité articulaire au niveau de la hanche. Alors ça, vous savez que, je ne sais pas si vous êtes au courant, ce qu'on appelle les conflits de hanche, c'est-à-dire c'est une morphologie au niveau de la hanche qui va bloquer un petit peu la mobilité. Et on a beaucoup de monde qui sont atteints de ça et qui sont asymptomatiques. Donc si on ne sait pas, si on ne fait pas le test, on ne peut pas le savoir. Ça peut être à l'origine de certains motifs de consultation. Donc,
tout simplement, c'est pareil, je n'ai pas besoin d'être kiné, ostéo ou quoi que ce soit. Je fais juste une thèse de mobilité et je regarde si j'ai une différence à droite et à gauche. Donc, en rotation, donc si je tourne, ça, tu peux changer l'axe de la caméra, s'il te plaît. Si je tourne vers l'extérieur, je fais une rotation interne au niveau de la hanche. Hop, je prends un peu pour le degré et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je n'ai pas de différence. Je ne veux pas mesurer avec précision les angles. J'essaie juste de voir si j'ai une différence à droite par rapport à gauche. On sait qu'on a plus de mobilité en interne qu'en externe. Hop, là, et je fais pareil de l'autre côté. Là, je ne mets pas en avant de différence. Donc si j'ai un côté où clairement je bouge de 5 degrés et 5 degrés de l'autre côté, alors que l'autre côté, j'ai une mobilité normale, ben là, je mets en avant un manque de mobilité au niveau de la hanche qui peut potentiellement me créer des conflits au niveau du genou, etc., etc. Ok, je pense qu'on a bien épluché ce qu'on pouvait faire sur la table d'examen. Donc ça, si on rappelle et qu'on met à la suite ce qu'on a vu, hop là, au niveau de la table d'examen, qu'est-ce que je peux noter comme information? Je vais mettre de ce côté-là plutôt. Qu'est-ce que je peux noter comme information qu'on a vu à la table d'examen? En termes de mobilité articulaire, honnêtement, je n'ai pas vu de grosse différence. Par contre, j'ai vu une sensibilité au niveau périoste. Périoste. Tibial. Gauche. Au niveau mobilité articulaire, derrière, je n'ai pas vu grand-chose. Et là, ce que j'ai vu, par contre, c'est une tubérosité, donc une tension plutôt rotulienne, quoi, du coup. Hein. Donc, hop là. Rotulienne gauche, tubérosité tibiale antérieure un peu proéminente, et c'est tout ce qu'on a vu. Après, le reste des tests était plutôt cohérent, et on a expliqué un petit peu chaque étape. Donc, là, maintenant, on va faire il nous reste 5 minutes, là, on va essayer de répondre un petit peu aux différentes questions s'il y en a dans le live. Ouais. Et puis, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Et puis, gardez bien en tête ce qu'on a fait là aujourd'hui. La vidéo, évidemment, vous pouvez la revisionner sur le YouTube pendant une journée. Pendant une journée, et puis après, elle sera. Après, on vous enverra un email avec les liens pour les vidéos, mais on va les monter. On va les monter petit à petit, donc il faut nous laisser un peu de temps. Thomas, peut-être avant les questions, tu peux nous parler de la prochaine session dans 2 semaines? Bien sûr, dans 2 semaines, on va continuer l'examen clinique. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va faire à la suite de ça? Les indices qu'on a récupérés dans l'analyse, les indices qu'on a récupérés sur la table d'examen vont nous servir sur les 2 prochaines étapes de l'analyse clinique, qui vont être quoi? L'analyse statique sur les 3 plans de l'espace et l'analyse dynamique, à la fois sur le sol et sur le tapis de marche. Donc, ça va être les 2 grandes. Là, ça va nous prendre pas mal de temps. On va pouvoir éplucher quand même pas mal d'informations ensemble, en fonction des informations qu'on a récupérées là aujourd'hui. Donc, en restant focalisé sur Alexandre et en divaguant aussi sur d'autres pathologies, avec plaisir, si vous avez des questions. Ok. Bon, apparemment, on n'a pas de questions sur le chat, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas, merci Alex. Ouais, merci Alexandre. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas à faire un mail à Laurent et qui me retransférera les questions au besoin. Et puis on se revoit ça dans 15 jours.